Dans ce chapitre intitulé Unité, l'auteur explore le concept de l'unité. Il présente d'abord un résumé du yoga de la connaissance intégrale, qui consiste à se détacher des fausses identifications avec le mental, la force vitale et le corps pour trouver la liberté dans le silence du Brahman. Ensuite, il explore le retour à l'action dans le monde tout en restant dans ce sentiment de liberté. L'auteur souligne que de nombreux systèmes traditionnels considèrent l'unité comme présente partout, mais à différents degrés, selon les états de conscience. Cette approche crée un biais et une focalisation exclusive sur certains états. En revanche, l'auteur propose une vision de l'unité qui embrasse tous les états et aspects de l'être. Cette vision de l'unité est présentée comme la base pour réaliser activement cette unité dans la vie quotidienne. L'auteur utilise l'analogie d'un château de sable pour illustrer l'importance de comprendre la substance sous-jacente qui forme ce monde. Dans le cas du divin, la création est une expression du Créateur et il n'y a pas de séparation entre eux. Ainsi, la vraie absoluténesse de l'unité réside dans la connaissance de cette unité dans tous les aspects de l'existence. La conscience secrète, mais consciente, soutient tout l'univers. Cette conscience est une délice, la délice d'exister et d'être conscient. Tout dans ce monde est soutenu par cette délice sous-jacente, que ce soit la lutte, la douleur, la détresse ou le plaisir. Pour connaître vraiment le divin dans ce monde, il faut se concentrer sur cette délice sous-jacente qui permet l'existence et est la base de toute création. En réalité, il existe deux aspects de cette délice sous-jacente, l'expérience de l'unité et l'expérience de la séparation ou de la différence. Les deux aspects sont présents dans cette expérience, mais la différence réside dans l'intensité et la richesse de la réalisation. L'intensité pure et infinie est associée à l'expérience de l'unité, tandis que l'abondance et la richesse sont associées à l'expérience de la différence. La possibilité de jouer et d'interagir ne peut exister que lorsque des différences sont présentes. L'expérience de la délice est donc intensifiée lorsque la différence est mise en avant. Cependant, malgré cette différence, la même unité sous-jacente persiste. La base de la connaissance est de connaître cette délice en soi et en toutes ses manifestations. La base de l'action est de faire de cette vision de l'unité le fondement de nos actions. Enfin, la vie et l'action dans cette unité permettent de rendre effective la réalisation de l'unité. Pour résumer, il existe 3 degrés d'expérience de cette unité, la connaissance de soi en tant qu'unité, la connaissance de cette unité dans toutes ses manifestations et finalement, vivre et agir dans cette unité. Cette intégration de l'unité dans notre connaissance, notre action et notre vie est le fondement du yoga intégral. Dans ce passage, l'auteur explique que la véritable connaissance est basée sur une profonde identification avec l'objet de connaissance. Lorsque nous disons que nous connaissons quelque chose, cela signifie que nous avons une certaine forme d'identification avec cet objet. Cette identification se développe au fil du temps, avec plus d'expérience et de contact. La connaissance ultime résiderait dans la suppression de toutes les barrières et la fusion totale avec tout ce qui existe, créant ainsi une unité totale. L'auteur affirme que cette connaissance profonde est la base de toute connaissance et de toute réalité. Il soutient que sans cette connaissance, le monde ne pourrait pas exister. Une personne qui atteint cet état de conscience serait un yogi avec une base solide pour acquérir toutes les connaissances. En résumé, l'auteur souligne l'importance de l'identification profonde comme base de la connaissance. Il suggère que la connaissance ultime réside dans la fusion totale avec tout ce qui existe. Le texte parle de l'expérience de l'unité avec une fleur et de la connaissance inhérente à cette expérience. Il explique que même si un yogi ne connaît peut-être pas le nom technique d'une fleur, il possède une connaissance plus profonde de son essence. Sri Aurobindo et Mère, des figures spirituelles, sont cités pour illustrer cette idée. Ensuite, le texte aborde la nécessité de rendre cette vision de l'unité réelle dans la conscience et l'action. Il explique que cela peut être difficile, car lorsque la conscience se déplace pour agir, elle peut perdre cette vision d'unité. Par exemple, lorsque nous sommes interrompus pendant une profonde concentration, nous perdons le fil de nos pensées. Enfin, le texte parle de la nécessité de préparer sa conscience et de maintenir cette vision d'unité lorsqu'on passe de l'expérience méditative à la vie quotidienne. Il souligne que l'expérience de l'unité ne doit pas être éphémère, mais doit être intégrée dans tous les aspects de notre vie. Dans cet extrait, l'auteur explique que pour atteindre un état de conscience unifié, il est nécessaire de passer d'une expérience à une réalisation. Lorsque nous méditons, nous créons des conditions spéciales qui nous permettent d'entrer dans un état méditatif. Cependant, lorsque nous revenons à nos activités quotidiennes, cet état méditatif peut disparaître, car les autres parties de notre esprit deviennent actives. Afin de transformer cette expérience en réalisation, il faut étendre cet état de conscience à toutes nos activités quotidiennes et impliquer toutes les parties de notre esprit. Cela se fait en faisant un effort constant pour maintenir cette connexion avec le divin tout au long de la journée, en faisant du travail quotidien une partie intégrante de notre pratique spirituelle. C'est ainsi que le travail peut devenir une partie du chemin de la réalisation spirituelle. Lorsqu'on fait du travail, il est important de ne pas commettre d'erreurs. Certaines personnes pensent que leur mère fera le travail à leur place, mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Tout le monde travaille, mais c'est lorsque l'on travaille avec la conscience de la sadhana que cela devient une partie de notre sadhana. C'est en faisant cet effort que l'expérience profonde peut s'étendre plus rapidement dans notre vie, surtout avec l'aide de la mère.
Si on ne fait pas cet effort, le reste se produira plus lentement car la mer ne peut travailler que derrière le voile, ce qui est un processus lent. Le deuxième aspect de cette étape est de devenir un avec la conscience de l'unité en fusionnant avec le sentiment de l'individualité séparée. Chaque expérience dans le yoga se déroule progressivement et en plusieurs étapes. Au départ, une expérience peut sembler accablante, mais elle n'est pas totalement intégrée, ce qui crée une séparation et peut entraîner une perte ou un échec. La clé est de fusionner la partie qui se sent séparée avec l'expérience afin de perdre cette limitation. Par exemple, lorsque l'on travaille et que l'on ressent un état de paix, même si nos mains sont actives et que nos émotions peuvent être tendues, on peut maintenir un double état où une partie de nous reste dans la paix tout en étant engagée dans l'activité. On peut également inviter la paix à se répandre dans notre être et à s'infuser dans nos muscles et notre corps, ce qui nous permet de continuer notre activité sans avoir à faire une pause pour se reposer. Lorsque cette fusion se produit, on peut ressentir la paix même dans les moments les plus intenses, où notre concentration est sur l'unité et l'expérience, alors que notre activité est dispersée. Cela se produit lorsque la partie séparée se joint à l'expérience elle-même. Ainsi, en fusionnant le sentiment d'individualité avec la conscience de l'unité, on atteint un état de réalisation qui nous permet de vivre dans cette conscience continuellement. En pratique, les deux mouvements se produisent. Vous pouvez avoir envie de vous pencher en arrière pour vous reposer et vous réengager au début jusqu'à ce qu'une connexion plus profonde se forme, ou vous pouvez invoquer la paix ou l'expérience pour remplir l'instant présent. Mais d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, la séparation se dissipe et il ne reste plus que l'unité. À ce stade, il n'y a pas de je qui expérimente, il n'y a qu'une seule entité. C'est une réalisation profonde dans la vie active. L'auteur décrit comment devenir cela en fusionnant le sentiment d'individualité séparé avec le sentiment d'unité. Cela vous permet d'avoir les deux et de les fusionner en un tout, mais cette égalité nécessite une troisième étape finale dans laquelle cette unité doit être complète. Cette unité doit être avec le être capital, c'est-à-dire avec la totalité de l'unicité de tout être. Il s'agit donc d'une unité avec le être et avec tous les êtres en minuscules, qui représentent toutes les différentes formes et individualités. L'auteur explique que vous devez expérimenter l'unité avec le être et avec tous les êtres pour fusionner votre sentiment d'individualité séparé en une seule entité. Vous pouvez toujours être un individu, mais pas un individu séparé. Vous faites partie du être autant que tous les autres individus. Dans cette expérience, vous ressentez que vous êtes autant en tout le monde qu'en vous-même. Vous êtes encore présent partout, mais vous pouvez toujours vous concentrer sur un endroit en particulier. En pratiquant le yoga de la connaissance, cette réalisation de l'unité devient effective dans la vie quotidienne. Cependant, il reste encore une troisième étape à perfectionner, où vivre, penser, ressentir, vouloir et agir dans ce sens d'unité devient effectivement l'essence de l'être individuel et de la vie individuelle. L'idée est de baser toutes les expériences individuelles sur cette unité, même si le corps et l'esprit continuent à fonctionner comme s'ils étaient séparés. L'auteur donne ensuite l'exemple d'une expérience spéciale, comme une méditation profonde, où l'on peut être dans un état de conscience élevé, mais où le corps peut quand même réagir mécaniquement à la douleur ou à une situation externe. Cela montre la nécessité de perfectionner l'expérience d'unité même dans l'individu, afin de rester dans un état de calme et d'équanimité, même lorsque le corps ou l'esprit réagissent de manière automatique. Il explique que de nombreux yogis pensent qu'ils ont atteint cet état d'unité, mais en réalité, ils échouent lorsque confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve leur nature normale. Finalement, l'auteur rappelle que l'expérience d'unité doit être perfectionnée dans tous les aspects de la vie individuelle, et pas seulement dans les moments de méditation ou de retraite. Dans ce texte, l'auteur explore les étapes nécessaires pour parvenir à l'effectuation de l'unité et de la conscience universelle au sein de l'individu. Il décrit tout d'abord l'importance de vivre dans cette conscience unitaire, de penser à partir de cette perspective et de ressentir cette unité dans ses émotions. Ensuite, il aborde le concept de volonté, soulignant que la plupart de nos actions sont impulsives et instinctives, souvent dictées par nos habitudes et notre caractère. Cependant, il propose de prendre conscience de nos actions et de les aligner avec cette conscience unitaire, afin que notre volonté émerge de cette unité et agisse en harmonie avec elle. Enfin, l'auteur explique que l'action qui découle de cette volonté est l'expression concrète de l'unité, que ce soit par le biais de mots, d'énergie, de mouvements physiques ou de pensée. Il souligne que l'impact réel de l'action réside dans l'intention qui la sous-tend, plutôt que dans son aspect physique. L'achèvement de cette connaissance de l'unité à travers le vécu, la pensée, le ressenti, la volonté et l'action constitue l'effectuation de cette unité dans l'être individuel et dans la vie individuelle. Le paragraphe aborde les concepts de l'unité et de la pratique de l'indiffère, NCI dans le yoga. L'auteur explique que la compréhension de l'unité et la vie en harmonie avec cette unité sont les fondements de la connaissance. Il souligne l'importance d'étendre cette unité à tous les aspects de la vie, en mettant l'accent sur le fait que tout doit être basé sur cette unité. L'auteur conclut en expliquant que la réalisation et la pratique de l'unité et de l'indifférence sont essentielles dans le yoga, et que les deux aspects doivent être présents pour une véritable pratique du yoga. Il explique également que les systèmes politiques et sociaux modernes tentent d'incarner ces principes d'unité et d'indifférence, mais que cela échoue souvent en raison d'un manque de compréhension et de conscience de la véritable nature de l'unité.
Cependant, l'auteur souligne que lorsque les individus commencent à se réveiller et à reconnaître cette unité, il y a une plus grande émergence de l'unité dans la société. Finalement, l'auteur raconte une histoire pour illustrer comment la reconnaissance de l'unité peut influencer les décisions et les actions dans le cadre familial. Dans ce passage, l'auteur parle de la façon dont la pratique de l'unité et de la fraternité peut mener à une meilleure gouvernance dans tous les aspects de notre société. Il explique comment la mère d'une famille a fait le choix de sacrifier une partie du budget de l'ashram pour permettre à ses enfants de faire un pique-nique, démontrant ainsi sa compréhension de l'importance des relations familiales et de l'humanité au-delà des convenances économiques. L'auteur souligne également l'importance de l'unité et de la fraternité dans la façon dont les systèmes politiques et économiques sont construits. Il explique comment le socialisme et le capitalisme, bien qu'ayant des objectifs différents, tentent tous deux d'apporter un sentiment d'unité. Cependant, il observe aussi comment ces systèmes échouent à maintenir un équilibre entre l'égalité et la liberté, à moins qu'il n'y ait un élément de fraternité sous-jacent. Il conclut en affirmant que la crise actuelle dans le monde est le résultat de l'absence de fraternité et que la solution réside dans la mise en avant de ce concept. Il affirme que l'évolution de notre société est un processus lent, mais nécessaire, pour construire une base solide de compréhension de l'unité et de la fraternité. En résumé, l'auteur soutient que la pratique de l'unité et de la fraternité est essentielle pour améliorer notre gouvernance et notre société dans son ensemble. Il encourage à remettre en question les systèmes actuels et à mettre l'accent sur les éléments humains fondamentaux plutôt que sur la protection des structures institutionnelles. L'expérience et la réalisation de l'unité peuvent être favorisées grâce à l'éducation, en inculquant ces principes dès le plus jeune âge. Cela permettrait de créer une société qui vit véritablement selon ses valeurs. En introduisant dès le départ une connaissance approfondie du yoga et de sa pratique, on peut réaccélérer l'évolution humaine de manière significative. Le yoga représente la réalisation de l'unité, et son extension et son influence dans les structures et les systèmes actuels permettraient de mettre en pratique cette leçon de différence. Lorsque ces deux éléments se réunissent, on obtient une base évolutive rapidement efficace. Les 5 rêves énoncés en 1947 comprennent notamment l'éveil de l'unité mondiale et l'avancement des connaissances spirituelles. Les signes de cette unité se manifestent déjà dans le cadre de l'Internet, qui nous permet de sentir et de connaître des choses partout dans le monde comme si elles faisaient partie intégrante de notre quotidien. Cependant, la connaissance spirituelle du yoga en est encore à ses débuts. La forme populaire actuelle du yoga est davantage basée sur le physique que sur la connaissance spirituelle ou psychospirituelle, mais cette dimension commence à s'introduire. Cela conduira éventuellement au 5e rêve, qui est une nouvelle étape de l'évolution. L'émergence de cette connaissance du yoga dans la conscience collective est un indicateur que le 5e pas pourra également être rapidement activé. Dans le yoga intégral, la réalisation de l'unité et la pratique de l'indifférence envers les différences sont essentielles. On ne peut pas pratiquer l'indifférence envers les différences sans avoir une communauté. C'est pourquoi la transformation de la vie elle-même est un élément essentiel du yoga intégral, qui doit se baser sur un effort collectif. Même si la collectivité ne participe pas directement à votre effort personnel, vous devez quand même vous engager avec elle et avec l'humanité. C'est pourquoi, bien que l'ashram ait initialement été isolé du monde extérieur, il y avait toujours un échange modéré et contrôlé entre eux. Si on supprime soudainement ces barrières sans une certaine vigilance, des influences néfastes peuvent entrer et les influences positives peuvent se disperser. Ces deux dangers sont actuellement présents depuis les 20 dernières années, en grande partie à cause de l'invasion de la télévision dans l'ashram. Les valeurs et les normes ont considérablement chuté, avec une vulgarité et une grossièreté de plus en plus présentes, en contradiction avec la sensibilité psychique. Les enfants sont particulièrement affectés par ces influences, ce qui se répercute négativement dans la vie communautaire. Il existe 2 solutions possibles, rétablir une certaine barrière, mais cela serait difficile voire impossible maintenant, ou bien engager une discussion collective pour déterminer ce qui est important pour la vie communautaire, ce qu'il faut encourager et filtrer, et comment maintenir ces valeurs qui nourrissent la présence psychique et qui sont en accord avec notre objectif révolutionnaire. Il est possible de trouver une solution pratique grâce à la bonne volonté collective, mais cela nécessite une action délibérée. Ainsi, l'indifférence envers les différences nécessite une collectivité et une communauté, même si on vit seul dans une ville et qu'on pratique le yoga intégral. On doit toujours trouver un moyen de participer d'une certaine manière à la collectivité. Le mode de vie citadin doit correspondre au tempérament, aux intérêts et aux capacités de chaque individu. Peu importe ce que cela implique, une certaine forme d'engagement envers l'humanité est nécessaire pour accomplir cette démarche pleinement. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Ramana Maharshi. Il a atteint la réalisation de soi en 3 jours, mais il lui a fallu 10 ans pour intégrer cette réalisation dans toutes les activités de sa vie quotidienne. Cela signifie que cela s'appliquait à chaque pensée, chaque sentiment et chaque action, au milieu de toutes les activités de la vie. Pour cela, il devait s'engager pleinement dans toutes les activités de la vie, même après avoir quitté la grotte où il vivait en ermite. Par exemple, il passait du temps chaque jour à cuisiner et à préparer la nourriture pour les autres. Il faisait ce qu'il pouvait dans ce contexte spécifique. Mais il devait également travailler sur les moindres détails pour intégrer complètement cette poisse du soi.
Cela signifie étendre cette réalisation du oneness et cette pratique de l'indifférence à tous les aspects de la vie. C'est là que réside le yoga. Il implique non seulement de reconnaître le oneness, mais aussi de reconnaître le jeu possible au sein de la diversité et de manifester pleinement ce oneness dans ce jeu. Le reste de la discussion portera sur les bases de cet effort et sur son évolution. Il est essentiel de vivre dans la conscience de l'absolu transcendant et de l'absolu manifesté dans toutes les relations, personnalité impersonnelle et manifestée, au-delà de toutes les qualités et riche en qualités infinies. Cela implique de trouver le divin en soi, qui sanctionne, gouverne, contient, soutient et informe tout. Cette double poise de l'unité et de la différence doit être exprimée dans la pratique même du yoga. Cela comporte de nombreuses implications pour notre pratique quotidienne, mais elles seront traitées plus en détail ultérieurement. Dans cette discussion, il est expliqué comment Sri Aurobindo, le fondateur de l'ashram, utilisait initialement des méthodes d'imprégnation pour transmettre des expériences spirituelles plus vastes aux adeptes. Cependant, au fil du temps, il a été constaté que ces expériences directes laissaient quelque chose d'incomplet et affaiblissaient les fondations de la pratique spirituelle. Par conséquent, l'accent a été mis sur la construction d'une base solide basée sur l'influence psychique, sur laquelle les expériences plus vastes pourraient ensuite être données de manière plus sûre. Il est mentionné que certains anciens sadhaks ont eu de telles expériences, mais les ont souvent perdues par la suite. Un exemple est donné d'un homme qui a écrit un livre sur ses expériences spirituelles, mais qui a fini par les perdre en raison de conflits internes et de la désintégration de sa vie spirituelle dans le monde extérieur. Il est souligné que peu importe qui a l'expérience, ce qui importe est la capacité à construire un réceptacle pour la recevoir et la contenir. Il est dit que Sri Aurobindo peut donner l'expérience à n'importe qui à tout moment, mais il faut être prêt à la recevoir et à la contenir. En ce qui concerne les objets physiques utilisés par les ashramites et les disciples, on dit que ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour chaque individu. Si quelque chose aide à progresser sur le chemin spirituel, alors il est utile de l'utiliser, mais si cela n'aide pas, il ne faut pas s'en soucier. Les pratiques peuvent varier d'une personne à l'autre, ce qui importe, c'est d'atteindre l'expérience spirituelle et d'apprendre à la maintenir. Dans cette discussion, il est mentionné l'importance de se détacher des objets matériels lors de pratiques spirituelles. Bien que les objets puissent être utilisés comme support, le véritable objectif est de se connecter directement à la source de la présence divine. L'histoire d'une bénédiction qui perd de sa force si elle n'est pas conservée dans un objet physique est donnée en exemple. L'idée est qu'une fois qu'on atteint un certain point de connexion, l'objet devient moins important car il est possible de se connecter directement à la présence divine partout dans le monde. En termes de travail mental, il est suggéré de maintenir une posture intérieure en revenant à la conscience du cœur, en ressentant l'amour et la connexion avec la présence divine. Même lorsque l'esprit est actif, on peut garder cette posture intérieure. Il est également recommandé de se mettre dans un état de silence mental avant de commencer le travail, puis d'inviter la lumière, la paix ou la présence divine à remplir l'esprit. Avec le temps, l'esprit peut se remplir de cette lumière et commencer à développer une capacité de perception différente, basée sur l'intuition et les insights, plutôt que sur la pensée. De même, le corps peut être entraîné à se connecter à la conscience à travers les sensations et une présence de paix. L'auteur décrit le samadhi comme une expérience de densité, de silence et de chaleur corporelle. Il explique que le corps perçoit le samadhi comme une substance dense et que cela entraîne une dissolution des frontières et une expansion de l'être. Chaque instrument de notre être, esprit, émotion, corps, a une façon unique de se connecter au samadhi, en fonction de notre tempérament. Cette réalisation de l'unité et cette pratique de l'indifférence constituent l'essence même du yoga. L'auteur souligne que cette quête de l'unité est présente depuis longtemps dans le développement humain et que l'introduction du yoga conscient dans le monde accélère énormément ce processus. Enfin, il insiste sur l'importance de méditer sur ces idées et de saisir pleinement leur implication.